syndrome de l'imposteur, c'est une façon de s'auto-saboter en ayant en permanence l'impression qu'on va être découverte en tant qu'imposteur ou en tant que fraude. C'est quelque chose qui a été découvert dans les années 70 par des études faites par des sociologues américaines qui en fait ont fait circuler un questionnaire dans les sphères de pouvoir de différentes grandes entreprises américaines. Et en recueillant ce questionnaire, elles se sont rendues compte que les femmes avaient tendance à se sous-évaluer alors que les hommes avaient tendance à s'évaluer correctement ou se surévaluer. AVS avec Philippe Robichon. AVS, alors bon, d'habitude ça veut dire à votre santé, aujourd'hui ça va vouloir dire à votre syndrome de l'imposteur. Mon invité s'appelle Sarah Zitouni, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, Philippe. En plus d'être exactement assise en studio sur Beurre FM, vous dites que vous êtes exactement à la place où vous vouliez être dans la vie, mais aussi à celle à laquelle vous n'auriez jamais dû pouvoir prétendre. Alors vous êtes ingénieur motoriste, alors ça s'invente pas, ça vous le savez depuis l'âge de 6 ans. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'à 6 ans, vos parents se sont trompés de jeu, ils vous ont offert un Mako mécanique, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai jamais eu le droit au Lego technique, ni au Lego mécanique, parce que justement, éducation genrée. Mais mon père m'a quand même assis sur un tabouret haut pour me montrer ce qu'il y avait dans le moteur de la voiture. Donc, notre vieille Renault Espace, depuis l'âge de 6 ans. Et donc, à force de me dire que ça, c'est l'alternateur et que ce truc-là, c'est la pompe à huile et puis de faire ça tous les dimanches, j'ai fini par trouver ça absolument fascinant et vouloir en faire partie. Bien, et en faire votre métier, sauf que quand vous avez fait votre métier, vous avez vite compris que vous en aviez marre de serrer des boulons tout le temps. Donc ça vous a passé quand même. À la fois oui et à la fois non, c'est-à-dire que maintenant je suis stratège dans l'automobile, donc je décide de quel moteur va dans quel modèle, mais je dessine plus à proprement parler les détails du moteur. Bien, alors vous êtes directrice commerciale, c'est ça? Stratège maintenant. Stratège, oui. Tout augmente. Hein. Entrepreneur déterminé, vous êtes de parents d'origine algérienne kabyle, d'origine modeste, et vous êtes féministe. Et comme vous le dites, vous êtes probablement le cauchemar pour plein de gens qui n'aiment pas spécialement les femmes qui réussissent. Et nous, quoi, les hommes? Alors, pas tous les hommes. Mais clairement, un certain nombre d'entre eux, entre mon côté végétarienne, féministe, musulmane... J'avais oublié végétarienne. Ouais. Féministe, musulmane, motoriste, qui travaille dans le commercial et qui a une position, dans la hiérarchie de mon entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu trop pour la même personne. Vous vivez en Suède aujourd'hui, you speak suédois? Oui, absolument. Jag pratar svenska. D'accord. Fluent. Oui, je vis en Suède depuis 8 ans et j'ai décidé d'apprendre la langue dans ma première année de vie en Suède parce que je considère que c'est une courtoisie à faire pour les gens qui m'accueillent dans ce pays en tant qu'immigré. Donc j'ai appris le suédois. Bon. Même si on peut très bien s'en sortir uniquement avec l'anglais en Suède. Vous travaillez chez Volvo ou chez Saab? Je travaille chez Orobe qui est une spin-off de Volvo. D'accord. Spin-off de Volvo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui a été extraite de Volvo, en fait, dont Volvo est en partie propriétaire. D'accord. Vous avez eu l'impression d'être sorti de la route qui vous était tracée, d'être sorti du moule ou pas? À proprement parler, non, parce qu'en fait, j'ai jamais ressenti qu'il y avait une route qui était tracée pour moi. C'est les autres qui m'ont beaucoup fait ressentir que j'aurais pas dû prendre ce chemin-là. Donc en fait, je ne sais pas quel chemin m'était destiné. Encore une fois, dans le regard des autres. Moi, je sais ce que j'ai voulu faire et je l'ai fait. Je sais que par contre, clairement, ça allait à l'encontre de l'idée que beaucoup de gens se faisaient du chemin que j'aurais dû prendre. Longtemps, vous vous êtes prise pour un monstre, une monstre, puisque vous êtes HPI. C'est quoi HPI? C'est pas un truc de moteur, même si parfois, aujourd'hui, c'est un sigle de voiture, hein, HPI. Ouais. C'est ça. Alors, HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Donc, c'est aussi ce qu'on appelait les enfants surdoués ou les zèbres ou ce genre d'autres dénominations. Et donc, en fait, ça veut dire que j'ai un quotient intellectuel qui est au-dessus d'une certaine valeur. Et par conséquent, ça veut dire que, en fait, c'est pas simplement que je réfléchis plus vite, c'est que je réfléchis différemment. Donc, c'est ce qu'on appelle une neuroatypie. Voilà, aujourd'hui, on appelle ça les neuroatypiques. Parce que tout est neuro aujourd'hui. C'est ça. Ça vend mieux quand c'est neuro. Il y a eu des noms, les noms ont changé beaucoup dans les 30 années de ma vie. D'accord. Vous avez un QI de combien? Je souhaite pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que c'est une information privée que je ne partage jamais. Vous avez un QE? Vous savez juste que pour être HPI, il faut que ce soit au-dessus de 135. Oui, on sait. Ah, c'est pas 130?
Ils ont aussi changé les valeurs sûrement. Ça change. De mon temps, on était à 130. C'est ça. Bien, donc ça c'est un peu vous. On apprend également aussi que pour vous, le prix de la liberté, c'est de pouvoir travailler chez vous. Aujourd'hui, vous travaillez toujours chez vous ? Alors, pour moi, c'est ça. Et ce qui est important, c'est pour que ça la que liberté... je dis le prix de votre liberté à ça. vous. Hein. Parce que ce qui est important, c'est que la liberté, elle a un goût différent pour tout le monde. Alors moi, à titre personnel, je travaille du bureau et je travaille aussi de chez moi. Et j'aime cet équilibre de pouvoir à la fois être avec mes collègues et aussi par ailleurs pouvoir avoir mes temps calmes où je gère mon propre emploi du temps comme je le souhaite, etc. Et notamment, par exemple, pouvoir venir vous voir aujourd'hui et venir répondre à vos questions avec l'aval de mon employeur qui sait que je gère mon emploi du temps sur ces jours-là. Mais avant d'être confiné, vous aimiez ça ? Oui. Cette idée de pouvoir travailler de n'importe où. Absolument. Ouais. Ça a toujours été important pour moi. Alors, vous avez créé un site qui s'appelle Power. Oui. Power ta carrière. Alors bon, comme je parle mal anglais, on ne sent pas vraiment la différence. Mais comment vous l'écrivez ? C'est POWHER. D'accord. Avec le petit jeu de mots que HER, c'est aussi une marque du féminin en anglais. D'accord. Donc c'est un site qui s'adresse à qui ? Alors c'est pour toutes les femmes qui travaillent, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, ou les deux comme moi. Et l'idée, c'est que ça apporte des clés pour naviguer le monde du travail et puis pareil des investissements pour les entrepreneurs et tout ça, de sorte à ce qu'en fait c'est un monde qui est extrêmement masculin, qui a été fait par les hommes pour les hommes. Les femmes ont souvent pas les clés de ce monde-là, ça crée d'énormes incompréhensions, ça gâche du potentiel parmi toutes ces femmes qui ont beaucoup de talent, et donc moi j'essaye de faire en sorte qu'on arrête de gâcher du potentiel. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu coach en parallèle de votre travail, alors que compte tenu du poste que vous occupez, vous avez déjà beaucoup de travail ? Oui, je travaille beaucoup dans la semaine entre mes deux métiers. Vous vous ennuyez dans votre vie ? Non, absolument pas, mais c'est vraiment, on revient à cette notion de ne pas gâcher du potentiel. C'est-à-dire que je pense que le monde va être traversé par d'énormes challenges à venir. On a les questions climatiques qui nous occupent, on est nombreux à se sentir concernés. Il y a des questions aussi de gouvernance qui sont de plus en plus importantes. Et je ne pense pas qu'on puisse régler ces challenges en se privant de l'opinion, de la bonne gestion et des bonnes idées de 51% de la population mondiale. Et le problème, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est très largement en train de laisser les mêmes personnes aux manettes continuer à diriger, à concevoir les mêmes idées, la même façon de voir les choses. Et ça, c'est à la fois dans la dichotomie homme-femme, mais aussi dans la dichotomie personne aisée, personne modeste, personne blanche, personne racisée. Il y a des personnes qui ont plus voix au chapitre que d'autres. Et moi, c'était important pour moi d'essayer de pouvoir donner aux femmes la possibilité d'avoir plus voix au chapitre. Je pense que ce qu'elles ont à dire est intéressant et que c'est dommage que ce soit limité, comme je disais, par le fait qu'il y ait des grilles de lecture qui soient différentes, des clés qu'elles n'ont pas, une limite qu'elles n'ont pas. Et par conséquent, c'était important pour moi de faire ça. Alors au début, je me dirigeais pas forcément sur l'idée de créer ma propre entreprise. Au début, j'essayais de voir dans quelle association je pouvais m'insérer, comment je pouvais contribuer à des initiatives existantes. Mais c'était plus compliqué pour moi depuis la Suède de pouvoir le faire par rapport à l'idée d'en fait juste créer ma plateforme et le faire à partir de cette plateforme. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de tout vouloir, tout avoir. Assume la bosse qui est en toi. C'est votre premier livre chez Kiwi. À quel genre votre livre appartient-il ? C'est quoi ? C'est un livre de dev perso ? C'est autre chose ? C'est ça, c'est un livre de développement personnel. Alors, sans tout le côté gourou qui peut aller avec le développement personnel. J'essaye de vous donner des outils qui ont fonctionné pour moi dans ma carrière, qui sont aussi appuyés sur des études qui ont été faites. Donc, c'est chiffré de façon très courante, etc. Et l'idée, c'est que vous puissiez en retirer un certain nombre d'outils qui puissent s'appliquer immédiatement et aussi un peu plus loin dans la carrière pour pouvoir s'exprimer pleinement et exprimer pleinement son plein potentiel. Alors, c'est un livre de dev perso, clairement anti-système et féministe. Être féministe, c'est être anti-système ? Non, c'est ça ? Clairement anti-système, virgule, et féministe aussi. Je le percevais pas comme anti-système. Alors après, c'est intéressant comme commentaire. Je pense que ce que vous percevez probablement comme anti-système, c'est qu'il y a... C'est le système patriarcal tel qu'il est organisé. Vous parlez de, par exemple, bon, il y a un chapitre sur les augmentations. Oui. Bon, là... Le nerf de la guerre. D'accord. Bon, c'est parler d'argent.
Et vous donnez une explication qu'on n'écrit pas si souvent, c'est que finalement, on pourrait peut-être expliquer l'écart salarial entre les femmes et les hommes parce que les femmes ne vont pas renégocier leur salaire. C'est moins féminin. Alors, moi, je ne le lis pas si souvent, ce genre d'explication. Et alors, pourtant, c'est intéressant parce que c'est présent dans beaucoup d'études. C'est-à-dire que c'est probablement pas ce qui est présenté souvent dans le tout venant, dans la discussion commune entre les gens, mais c'est ce qui est présent dans plusieurs études, notamment des études de l'Observatoire des inégalités en France, qui expliquent qu'une des variations qui peut expliquer l'écart, c'est la différence entre le nombre de fois où les femmes négocient leur salaire et le nombre de fois où les hommes négocient leur salaire, et notamment le fait que les femmes négocient très peu leur salaire en entrée de poste. Et ça crée un décalage instantané. Donc elles acceptent l'offre qu'on leur fait. On reviendra là-dessus parce que c'est passionnant de voir comment, et ça c'est valable pour tout le monde, savoir comment on négocie son salaire et puis comment terminer une négociation si elle se finit mal finalement, parce qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Non, pas forcément. Mais il faut demander pour essayer d'obtenir, c'est sûr. Bon, alors vous êtes honnête, vous dites que votre livre n'est pas un livre de recettes miracles. Vous ne faites pas disparaître du jour au lendemain ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Non, absolument pas. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, il disparaît de la même manière qu'il apparaît dans les gens, c'est-à-dire si on le confronte et qu'on le met à la lumière. C'est-à-dire qu'au début, il apparaît dans l'ombre et il se glisse insidieusement dans la tête de... Alors, on parlait des femmes, c'est parce que 75% des femmes déclarent souffrir du syndrome de l'imposteur, contre 50% des hommes. Donc c'est quand même quelque chose qui est de nature plus féminine que masculine. Et c'est lié, encore une fois, au système social. Alors là, on pourra revenir à cette histoire d'antisystème, mais c'est lié à la construction sociale de notre système. Donc, ce qui veut dire que, finalement, il y aurait plus de femmes qui souffriraient du syndrome de l'imposteur, enfin, en tout cas, qui déclarent souffrir du syndrome de l'imposteur, que les hommes. Mais pour déclarer en souffrir, il faut d'abord savoir ce que c'est. Et c'est toujours pareil, parce qu'on a toujours l'impression que les gens savent précisément de quoi on parle, mais autour de moi, tout le monde ne sait pas ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors quelle est la définition que vous en donnez ? Alors le syndrome de l'imposteur, c'est une façon de s'auto-saboter en ayant en permanence l'impression qu'on va être découverte en tant qu'imposteur ou en tant que fraude. Et donc, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 70 par des études faites par des sociologues américaines qui, en fait, ont fait circuler un questionnaire dans les sphères de pouvoir de différentes grandes entreprises américaines. Et en recueillant ce questionnaire, elles se sont rendues compte, en comparant avec la performance de l'entreprise et la performance de chaque personne qui avait répondu au questionnaire, que les femmes avaient tendance à se sous-évaluer, alors que les hommes avaient tendance à s'évaluer correctement ou se surévaluer. Et donc, elles se sont rendues compte qu'il y avait une espèce de variation là. Et ensuite, à force de poser des questions, elles ont mis le doigt sur ce syndrome de l'imposteur, donc cette idée que on est forcément une fraude, qu'on est arrivé là où on est arrivé par chance, par un concours de circonstances, par manipulation des autres, et que un jour ou l'autre, on va être découverte dans cette fraude et qu'on va nous demander de partir. C'est le sentiment de ne pas être à sa place. De ne pas être légitime à sa place. Dans la place qu'on occupe. D'accord. Parce qu'on ne serait pas assez compétent. Parce qu'on ne serait pas compétent, parce qu'on n'a pas les codes de l'endroit. Je sais qu'un certain nombre, par exemple, de mes clientes qui travaillent dans des postes, dans des COMEX, par exemple, se sentent pas légitimes parce que du fait de leur parcours passé, elles n'ont pas les codes de l'opéra, de la musique classique ou ce genre de choses. Et du coup, elles ont l'impression que de ne pas pouvoir suivre 100% des conversations, ça leur donne une illégitimité par rapport à la place qu'elles occupent. Ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Alors on a dit le sentiment de ne pas être à la place qu'on occupe, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Alors on a tendance, quand on souffre du syndrome de l'imposteur, à surévaluer les échecs qu'on subit, voire des choses qui ne sont même pas des échecs. La moindre erreur est perçue comme étant extrêmement grave et parfaitement du fait de la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance atténuante, l'environnement ne joue jamais, alors qu'à l'opposé, tous les succès peuvent être attribués à l'environnement extérieur. J'ai eu de la chance, j'avais une bonne équipe, c'est un concours de circonstances, je ne serai pas capable de le faire une deuxième fois, etc. etc. Plus tu es intelligente et compétente, plus il est possible que tu sois affectée par le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc l'effet Dunning-Kruger, qui a été théorisé donc par deux sociologues, Dunning et Kruger, qui expliquent que
plus on est intelligent, plus on se rend compte de ses limites. C'est-à-dire de ce qu'on ne sait pas, de ce sur quoi on n'est pas compétent, de ce qu'on n'est pas capable de faire, etc. Et donc, par conséquent, plus on a tendance à sous-évaluer ce qu'on est capable de faire parce qu'on se rend compte de l'immensité de ce qu'on ne sait pas. Par contre, les gens qui sont moins intelligents, les gens qui sont moins compétents, sont très contents de la compétence qu'ils ont. C'est-à-dire, ils se disent que en fait, le monde s'arrête plus ou moins aux limites de leurs compétences. Et ça leur donne une assurance par rapport à ce qu'ils savent, qui est surévaluée, mais en tout cas qui est certaine. C'est-à-dire que plus on est incompétent et moins on a conscience qu'on l'est. Alors, c'est exactement ça. C'est un peu, entre nous, on peut un peu appeler ça l'effet Trump. C'est-à-dire qu'il n'est pas très conscient de tout ce qu'il ne sait pas, il n'est pas tout à fait conscient de toutes les limites qu'il a, et par conséquent, il est absolument certain d'être le meilleur. Moi, j'appelle ça les éoliennes. C'est-à-dire ? Les gens qui brassent du vent. Oui. Oui, et on a tous un collègue comme ça. En entreprise, on est entouré d'éoliennes. Et plus ils sont, comme vous dites, c'est un jugement qu'on peut poser aussi par ça, mais plus ils brassent du vent. Oui, et je suis sûre que la plupart de nos éditeurs et nos auditrices ont une personne précise en tête, là tout de suite. Et j'ai un exemple de votre livre que vous prenez, c'est qu'à un moment donné, il faut être un peu le publicitaire de soi-même. Oui. Parce qu'il faut se vendre. Quand on ne fait rien, souvent il faut vendre ce qu'on fait. Enfin, le peu qu'on fait, il faut le vendre bien. Mais les éoliennes se vendent très très bien. Ce sont des très bons marketeurs d'eux-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, il faut être son premier marketeur. Qu'on fasse des choses en entreprise ou qu'on n'en fasse pas. Moi, je pense que c'est mieux de travailler et de faire sa publicité que le contraire. J'ai dans l'idée que les éoliennes se font toujours repérer à un moment donné ou à un autre. Mais clairement, il y a cette dimension que ceux qui ont beaucoup de temps se marketent très très bien. Et à l'opposé du spectre, on a des femmes souvent qui travaillent très très dur, mais qui font zéro marketing de leur personne. Et elles se font passer devant par les gens qui sont plus capables de montrer ce qu'ils font au quotidien, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils envisagent de faire dans le futur, de raconter leur histoire, de raconter d'où ils viennent et où ils vont. Ouais. Et ça, c'est dramatique en fait, parce qu'il y a des gens très compétents qui sont du coup coincés, frustrés. Qui sont sous les radars. Tout le temps. Parce que ce mythe que on va me repérer parce que je travaille très dur, c'est un mythe en fait qui est issu de l'école. Si je travaille très dur, j'aurai les bonnes notes et on saura que je suis douée. Mais ça marche pas comme ça en entreprise. Il n'y a plus de système de notation de ce type-là en entreprise. Ça, c'est un des mythes que vous tenez absolument à dénoncer. Ça n'existe pas. Croire qu'en faisant très bien son travail, très consciencieusement, en arrivant tous les jours à l'heure, en rendant ces trucs, on pense toujours qu'on va s'élever. Oui, et en fait, non. Parce que c'est monstrueux à dire, mais c'est vrai, l'entreprise est un milieu social. Comme c'est un milieu social, c'est un milieu où les connexions avec les individus comptent. Et donc, le fait qu'on soit capable de tisser des connexions importantes, donc d'aller à la machine à café, par exemple, c'est pas de la perte de temps. Le fait qu'on soit capable de promouvoir ses idées, de mettre en avant ses idées et de ne pas se faire déposséder de la paternité ou la maternité de ses idées, c'est capital en fait. Ça, c'est classique. Un grand classique de l'entreprise, c'est qu'on vous prend la paternité de vos idées et que quelqu'un qui sait bien les vendre va se les approprier. Et donc, ça. Souvent, une grande partie du mérite, si ce n'est tout le mérite, lui revient. Mais il y a une expression allemande qui dit qu'en fait, le succès a plein de pères. Et c'est le problème. C'est-à-dire que si vous avez une idée au début, personne n'écoute de trop. Puis si l'idée, elle marche, tout le monde avait la même. Donc c'est pour ça qu'il est important tôt d'avoir fait sa publicité, d'avoir fait son storytelling pour qu'on soit bien sûr qu'il en reste quelque chose à la fin. Qu'à la fin, on se rende bien compte qu'en fait, vous étiez à l'initiative de ce beau projet. Parce que travailler et puis se faire déposséder de tout et voir d'autres personnes moins méritantes progresser, il n'y a rien de plus frustrant et c'est comme ça qu'on perd notamment des talents en entreprise. La machine à café, c'est très utile. Ça vous a été très utile à vous, puisque vous avez rencontré votre mentor à la machine à café. Oui, la machine à café, c'est indispensable de la vie d'entreprise. Et moi, j'ai rencontré mon mentor à l'époque, qui était un peu en disgrâce dans l'entreprise et à qui personne n'avait trop envie de parler pour une raison que je ne comprends toujours pas. Voilà, et qui précédait mon arrivée. Et moi, j'y voyais surtout une personne qui était très compétente, qui avait l'air de savoir ce qui se passait, qui avait l'air de savoir comment travailler. Et je me suis dit qu'en tant que jeune commercial, j'avais probablement plein de choses à apprendre de cette personne. Parce que vous êtes une HPI. Et donc finalement, vous aviez repéré la compétence. Un mentor, alors on en parle beaucoup du mentoring aujourd'hui.
C'est quoi le rôle d'un mentor et à vous, par exemple, en quoi est-ce qu'il vous a été utile pour la carrière que vous faites ? Alors un mentor, c'est quelqu'un qui peut être là comme un guide en fait et qui peut vous faire avancer avec les questions que vous avez vous-même. Donc on avance toujours par soi-même quelque part. C'est jamais qu'on délègue son avancement. Il ne fait pas à votre place le mentor. Non, jamais. C'est pas un conseiller. Et personne ne fait à sa place. En fait, son avancement, et justement c'est bien la question du syndrome de l'imposteur, son avancement, on se le doit toujours à soi-même. D'accord ? C'est-à-dire que même si c'est lié au fait que quelqu'un d'autre vous a aidé, le quelqu'un d'autre, vous êtes bien allé le chercher. Donc ça veut bien dire que c'est quand même grâce à vous au bout du compte. Donc le mentor, je suis allée le chercher par exemple. C'est moi qui lui ai demandé s'il voulait bien me mentorer et si cette personne voulait devenir mon guide. Ça c'est important parce que pour avoir un mentor, il faut faire la démarche de lui demander s'il veut être votre mentor. C'est ça. Absolument. Un mentor, il faut à un moment donné ou à un autre aller le chercher. Donc, soit qu'on se tourne vers une association qui fait du mentoring et qu'on choisit quelqu'un, soit que c'est un réseau interne ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, il y a un jour où il a fallu s'inscrire et lever la main et dire « moi, je veux ». Moi, je veux quelqu'un qui puisse me soutenir, me guider et répondre à mes questions. Et qu'est-ce que vous avez dit à votre mentor alors ? Eh bien, à peu près dans ces termes-là, je pense que je vais avoir plein de questions. Je suis jeune commerciale, je me sens larguée dans une réunion sur 2. Ça va sûrement s'améliorer, mais ça ira sûrement plus vite si je peux te poser des questions et savoir comment avancer. Et cette personne m'a dit, oui, absolument, je trouve ça très flatteur et je suis très intéressée, je veux bien t'aider. Et depuis, ça fait maintenant 5 ans, c'est quelqu'un à qui je pose des questions dès que j'en ai et quelqu'un qui par ailleurs suit ma carrière et régulièrement m'écrit ou m'appelle, puisqu'on ne travaille plus du tout dans la même entreprise, pour me demander comment ça se passe. Et mon poste récent de stratège à Orobé, je n'en aurais jamais entendu parler sans mon réseau et sans mon mentor. Mais vous le rétribuez ? Absolument pas. Donc c'est gratuit. C'est gratuit, c'est quelqu'un qui se sent rétribué par le fait que mes accomplissements, il doit sûrement en tirer une certaine forme de fierté en se disant qu'il contribue à ce progrès. Vous expliquez que le syndrome de l'imposteur se cache dans des failles. Alors quelles sont les failles personnelles dans lesquelles on cache le syndrome de l'imposteur, se cache le syndrome de l'imposteur? Alors, on en a mentionné quelques-unes déjà, mais en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va essayer de se loger dans les distances entre qui vous êtes et la personne idéale que vous imaginez doit occuper le poste. Donc, un exemple que j'ai déjà nommé tout à l'heure, une de mes clientes qui est dans un COMEX disait que pour elle, c'était hyper difficile d'avoir grandi dans une banlieue et de se retrouver dans un poste aussi élevé avec des gens qui, eux, allaient à l'opéra depuis qu'ils avaient 20 ans, se faisaient des blagues à base de Verdi, et du coup, elle se sentait complètement illégitime d'être là en se disant qu'elle n'avait pas la culture générale, qui en fait était surtout qu'elle n'avait pas une culture bourgeoise, en fait, elle avait une culture d'une autre nature, et donc son syndrome de l'imposteur se logeait beaucoup là-dedans. Ce que vous appeliez tout à l'heure les codes, vous avez dit qu'elle n'avait pas les codes, mais elle n'avait pas les codes du milieu dans lequel elle évoluait aujourd'hui. Voilà, et en quelque sorte, tant mieux. C'est-à-dire que du coup, elle apportait vraiment une diversité dans ce monde où tout le monde avait littéralement les mêmes codes. Mais c'est difficile au début de le voir en tant que tel, de le voir en se disant « tant mieux, je suis différente, c'est génial, je vais pouvoir enfin apporter quelque chose dans le mix ». D'autres failles dans lesquelles le syndrome de l'imposteur peut se cacher? Alors, un autre élément aussi, c'est le côté bon élève. C'est-à-dire se dire, je vais travailler jusqu'à la fin, jusqu'à l'épuisement, parce que quelqu'un va bien s'en rendre compte. Donc, loger énormément de la valeur qu'on a dans le regard des autres, au lieu de la loger à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je sais que ce que je fais, c'est bien, je sais que je suis en train de donner mon meilleur, et on peut clairement pas me demander plus que ça de toute façon, continuer à se dire, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte que ce que je fais, c'est bien. Et du coup, s'ils ne s'en rendent pas compte, les autres, c'est monstrueux. C'est-à-dire le résultat final, c'est potentiellement le burn-out. C'est travailler jusqu'à l'épuisement en attente d'une reconnaissance qui ne vient pas, soit parce que les gens sont de mauvaise foi, soit parce que les gens sont occupés par ailleurs à autre chose, soit parce que... parce que les gens sont auto-centrés. Parce que les gens sont auto-centrés, voilà, parce que il y a même la mauvaise foi, c'est-à-dire que les gens peuvent aussi avoir un intérêt à pas spécialement vous montrer que ce que vous faites c'est bien, en espérant qu'il y a peut-être quelque chose de plus à en tirer, si jamais on vous dit rien, quoi. Ce qui est un peu un calcul, mesquin et court-termiste, mais enfin il y en a qui le font, hein. En entreprise, maintenant, on part du principe, puisqu'il y a des statistiques qui circulent, que la durée de vie d'un salarié, c'est 3 ans. On part du principe que le salarié, aujourd'hui, il donne le max jusqu'à 3 ans. Après, il faut le changer de service. Et par ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai encore beaucoup de clientes, beaucoup d'abonnés sur Instagram, beaucoup de personnes qui lisent le livre, qui me suivent et qui me disent « j'ose pas changer de poste ».
j'ai peur que si je saute trop d'un poste à un autre, on va me regarder de travers, on va penser que je suis pas fiable, alors qu'on sait très bien, comme vous le dites, que typiquement tout le monde saute de poste tous les 2-3 ans, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on repart. C'est comme ça qu'on trouve un nouveau challenge, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on monte, c'est comme ça que le salaire augmente aussi, puisque les entreprises rechignent plus à vous faire des augmentations de salaire si vous restez en poste que si vous bougez de service. J'ai lu beaucoup de livres sur le syndrome de l'imposteur. Le vôtre est très très bien fait et m'a appris plein de choses encore sur le syndrome de l'imposteur. Donc c'est un vrai plaisir, tout en sachant pour ceux qui nous écoutent que vous l'avez tourné au féminin. Oui, tout est genré au féminin. Voilà, c'est vraiment genré au féminin, sauf syndrome de l'imposteur. Il n'y a pas de féminin au syndrome de l'imposteur ? Alors, c'est quelque chose que je me refuse de faire, parce que je considère que le syndrome de l'imposteur est un saboteur imposé sur les femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi j'allais féminiser un imposteur, un saboteur qui est imposé. Donc, je sais en plus que beaucoup de mes clientes en coaching, une des méthodes contre le syndrome de l'imposteur que je prône, c'est de lui choisir un nom, parce qu'il n'a pas le droit d'avoir votre nom. Nommer le syndrome de l'imposteur. Oui, il n'a pas le droit d'avoir votre nom, votre vraie voix intérieure à votre nom, c'est normal, mais votre syndrome de l'imposteur, c'est un saboteur dont vous avez hérité via l'extérieur, donc c'est quelque chose d'autre, il faut lui trouver un nom. Comment s'appelle le vôtre ? Alors, moi je suis l'exception, le mien s'appelle Émilie, mais la plupart de mes clientes ont un syndrome de l'imposteur qui a pris un nom masculin. Et puis il y a aussi des noms de plats. J'ai eu fenouil et salsifis, parce qu'il y en a qui peuvent pas blairer ça et qui du coup... C'est tellement bon. chacun sa cuisine. Voilà, c'est ça, chacun sa cuisine. Longtemps, vous vous êtes trompé sur vous-même, vous avez beaucoup d'assurance ce matin à ce micro, mais longtemps, vous aviez du mal à parler de vous. Alors aujourd'hui, quand on vous demande de parler de vous, est-ce que vous savez par avance ce que vous allez dire ? Est-ce que vous trouvez ça difficile ? Et quand on vous pose cette fameuse question de quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, vous arrivez à l'enchaîner ? Oui, alors... Forcément, le message se rôde avec les années. Donc déjà, moi j'ai 30 ans, ça fait des années que je passe des entretiens d'embauche ou que je réponds à des questions de cette nature-là. Donc forcément, le message s'est rodé. La première fois qu'on m'a demandé, juste comme vous l'avez fait au début de l'entretien, pourquoi j'étais devenue motoriste et que c'était quand même pas commun pour une femme, j'ai un peu regardé la personne en me disant « Oula, je sais pas ce que je vais lui dire ». Donc au bout d'un moment, forcément, on sait ce qu'on va dire parce que les questions reviennent. Et puis parce qu'on est ancré en soi, on a ancré sa valeur en soi, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est, on sait les limites qu'on a, mais aussi ce qu'on peut apporter. Et du coup, c'est plus facile de répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de parler de vous, à part votre QI. C'est ça. À part la limite que moi, j'ai décidé de... Vous regarderez la vidéo de l'émission, puisque l'émission est filmée. Quel était votre langage corporel quand on va parler de votre QI, ça se voit tout de suite. C'est ça. Et en fait, c'est aussi que justement, c'est un truc que je décris dans Tout vouloir, tout avoir. On peut aussi choisir les limites. On peut aussi choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie. Tout vouloir et tout avoir, c'est vouloir ce qu'on veut vraiment, pas ce qu'on nous impose de vouloir pour soi-même. Alors, par exemple, parce que même, les gens ont encore du mal aujourd'hui à répondre à cette question, même si on sait qu'elle est classique, de quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Vous, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts ? Alors, moi, en termes de qualité, je suis tenace et déterminée. C'est quelque chose qui est assez flagrant pour les gens qui me connaissent. Par ailleurs, je suis particulièrement empathique. Même mes clients, à l'époque où j'étais commerciale, pourront vous le dire, ils m'appelaient pendant le Covid pour me parler de leurs problèmes personnels, du fait que leur femme étant pharmacienne, ils étaient inquiets pour leur femme. Vous voyez, au-delà de juste la relation commerciale qu'on avait. Donc, c'est des choses qui sont vraies dans ma vie personnelle et qui sont vraies dans ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai les défauts un peu de mes qualités. Donc, typiquement, en termes de ténacité, ça veut dire que je peux être particulièrement obstinée quand je suis convaincue que quelque chose est juste et bon. Ce qui n'est pas toujours facile en entreprise. Et ce qui peut aussi facilement mener à mon autre défaut, où je suis particulièrement... je peux être colérique dans des situations où, pour moi, c'est fondamentalement injuste, ou alors où je ne comprends pas la nature de la règle. Et donc, vous comprenez bien, en entreprise, des fois, ça peut être compliqué. Parce que pour moi, si la règle n'a pas de justification, je peux être particulièrement têtue sur la question. Ça me rappelle les souvenirs. Voilà. Dans ces cas-là, faut passer outre, faut contourner. Ben c'est ça, ou alors... faut freiner ou avoir un bon airbag. Ou partir, voilà. Ouais. Mais ça, parce que c'est contraire à vos valeurs, en fait. Est-ce que ça veut dire que vous placez vos valeurs personnelles, quand même... et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui font que les gens sont très sensibles aux valeurs, au-dessus de tout. Alors... même dans le milieu professionnel, je veux dire. Oui, c'est-à-dire, je pense
alors peut-être à tort, mais je pense pouvoir être convaincue. C'est-à-dire si quelqu'un peut m'apporter des arguments, moi je suis très sensible aux chiffres, aux études, si quelqu'un peut m'apporter des arguments que le monde est différent de ce que j'imagine, je peux ajuster ma vision. Mais j'ai une vraie difficulté aussi avec les c'est comme ça et c'est tout quoi. Ça c'est un truc, ça me monte l'anxiété, là rien que de le dire, ça me monte l'anxiété instantanément. Ça me monte la colère instantanément et donc c'est pas possible. Donc typiquement j'ai quitté des entreprises parce que ça prenait la mauvaise direction selon moi. Alors vous aimez les chiffres, mais il y a une vertu à laquelle vous êtes et vous faites confiance, c'est l'intuition. Oui. L'intuition, en fait, c'est une collection de petits événements ou de micro-sensations qui sont arrivés dans notre vie et qui se sont rangés quelque part dans le cerveau avec genre, quand vous avez fait votre déménagement, vous n'avez pas ouvert toutes les boîtes, il y avait des boîtes qui sont restées dans le garage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs auxquels vous tenez dedans. Et donc, typiquement, souvent, c'est un peu décrié. Alors, c'est marrant parce que là, on va retomber sur cette histoire de différence homme-femme, mais c'est-à-dire que c'est souvent décrié pour les femmes. Parce qu'on parle d'intuition féminine. Oui. On parle rarement d'intuition masculine. Oui, mais dans le même temps, c'est aussi très décrié pour les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui dit « Non, mais je le fais parce que je le sens », tout le monde se dit « C'est une pauvre hystérique qui n'est pas capable de réfléchir et qui fait tout à l'émotion. » Alors qu'un homme qui vous dit « Cette fusion-acquisition, je la sentais pas, c'est pour ça qu'on l'a pas faite. » On se dit « Mais quel instinct, quel sens du business !» Et donc, du coup, moi, j'invite vraiment les auditrices à plus reconnecter avec leur intuition. Si vous le sentez pas, c'est pas juste un truc dans l'air, en fait. C'est littéralement le fait que, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de votre cerveau d'une précédente expérience qui est pas complètement conscient, mais qui existe quand même, qui vous donne l'idée que ça va pas fonctionner. Un truc que nos auditrices reconnaîtront probablement, c'est si vous êtes en train d'être suivi dans la rue par quelqu'un et que vous avez une mauvaise intuition, vous dites cette personne, je la sens pas. Ça vous arrive quand même pas tous les jours. Il y a plein de gens qui vous suivent dans la rue parce qu'ils vont dans leur direction et il y a des moments où vous le sentez pas. Et c'est probablement que votre corps, il a reconnu certains signaux faibles du comportement de cette personne, de la façon dont cette personne se déplaçait, de la façon, de la distance à laquelle cette personne est, ce genre de choses qui vous rappellent une précédente expérience et où vous vous dites non mais ça craint. Alors l'intuition, c'est un conseiller. C'est quand même vous la reine, donc vous décidez si vous agissez en fonction de ce que le conseiller vous dit ou pas. Néanmoins, il ne faut pas juste dire tais-toi au conseiller systématiquement. Il a peut-être quelque chose à dire. Comment on sait qu'on souffre d'un syndrome de l'imposteur ? Est-ce qu'il y a des aides pour poser le diagnostic pour ceux qui nous écoutent ce matin ? Alors, si on ne s'attribue jamais le mérite de ses succès, mais 100% de la paternité de ses échecs, ça, c'est typiquement du syndrome de l'imposteur. Si je vous demande là tout de suite de faire une liste de vos accomplissements et que le premier sentiment qui vient à votre... Déjà, si vous n'avez pas cette liste, faites-la. Vraiment, c'est important. Mais que le premier sentiment qui vient à votre esprit, c'est de vous dire « Oh mon Dieu, j'aurais rien à écrire », ça, c'est du syndrome de l'imposteur. C'est pas votre vraie voix qui parle. C'est l'autre qui a pris le micro et qui est en train de dire « Non, mais de toute façon, tu ne sauras pas quoi écrire, tu n'as rien fait dans ta vie. » Si vous pensez fondamentalement que vous êtes illégitime dans ce que vous faites et que malgré par exemple le fait que par ailleurs d'autres personnes trouvent que vous êtes parfaitement à votre place ou viennent vous demander des conseils dans vos compétences, ça c'est du syndrome de l'imposteur. En règle générale, si vous vous traitez moins bien que vous ne traiteriez une amie, votre fille, votre sœur, votre cousine, allez chercher du côté du syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut se poser par exemple ? Est-ce que vous vous sentez bien légitime à votre place à l'heure actuelle ? Si c'est pas le cas, c'est probablement pas que vous êtes au mauvais endroit. C'est probablement que vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Et ça, vous expliquez qu'on peut s'en débarrasser. Ça prend du temps. Il y a des outils pour ça, mais on peut s'en débarrasser quasiment complètement. Parce que est-ce que vous êtes complètement, puisque vous êtes parti de vous-même, vous êtes parti de votre expérience, est-ce que vous vous êtes complètement débarrassé de votre syndrome de l'imposteur ou il en reste un petit peu ? Je dirais que je m'en suis complètement débarrassée dans le sens que, en fait, si ça réémerge, c'est-à-dire que si à un moment donné, je me dis « Oh mon Dieu, je vais faire une interview chez Beurre FM et je ne saurais pas ce que je vais leur dire parce que je n'ai absolument rien à dire dans la vie », et instantanément, ma vraie voix à l'intérieur me dit « Mais c'est une connerie, tu peux pas dire un truc pareil, tu as quand même écrit un livre de 150 pages, tu as bien des trucs à dire. » Donc, concrètement, si vous arrivez à reprendre le par-dessus le syndrome de l'imposteur instantanément, ça, en général, c'est que vous en êtes vraiment bien débarrassé. Piqûre de rappel et hop, on est reparti. C'est ça. Bon, vous avez adapté la méthode Marie Kondo en réorganisant les idées. J'ai bien vu. Oui. C'est pas mal.
Ouais. Ça vous a plu? Ouais, c'est bien. Les pensées, les idées, donc ça c'est bien. On parlait tu parlais de l'argent. Donc vous parlez plus facilement d'argent que de votre QI, visiblement. Il y a un art de la négociation, mais comment est-ce qu'on peut évaluer soi-même sa vraie valeur, en fait, savoir combien on vaut? Parce que c'est là où il faut placer le curseur. Alors, sa vraie valeur en termes de compétences ou sa vraie valeur en termes d'argent? En termes d'argent. En termes d'argent. Quand on va parler d'argent avec son patron, voilà, ouais. on lui dit je vaux tant. Mais comment s'évaluer soi-même? Alors, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider, tant mieux, qui sont à votre disposition. Tout d'abord, vous pouvez trouver des statistiques en ligne. Alors, si vous êtes cadre, il y a les statistiques de l'APEC notamment, donc qui sont tenues sur beaucoup de cadres en France, donc qui peuvent vous donner une idée d'où vous placez. Vous pouvez aussi, si vous êtes sorti de vos études il n'y a pas trop longtemps, regarder les statistiques de sortie d'école pour savoir ce que les autres demandent depuis plusieurs années en sortie de votre école. Je tiens aux statistiques parce que les statistiques c'est intéressant, c'est fait sur une grande base de population, donc ça vous donne une moyenne qui est intéressante et ça peut vous commencer à vous donner une fourchette pour commencer à réfléchir autour de ça. Évidemment, un truc qui est absolument idéal et que plein de gens ont peur de faire parce que plein de gens ont peur de parler d'argent, c'est de parler d'argent avec vos collègues. En fait, le secret sur les salaires dans une équipe, il bénéficie essentiellement à votre patron. Parce que tant que vous ne savez pas ce que vous gagnez les uns les autres, il peut vous dire absolument n'importe quoi et vous payez tous différemment. C'est le secret le mieux gardé d'une entreprise. Qui ait de l'argent ou qui en ait pas. C'est fou ça. C'est fou et c'est vraiment détrimental aux employés. En fait, on voit justement maintenant des initiatives d'entreprises transparentes où la grille des salaires est visible pour tous jusqu'au salaire du PDG et c'est fait pour garder les employés, les rendre satisfaits et donner un sentiment de justice. Donc c'est bien que ça marche. Donc prenez votre collègue que vous préférez, pas celui que vous aimez pas forcément, et voyez à la machine à café s'il n'y a pas moyen de lui dire je te dis mon salaire, tu me dis ton salaire, comme ça tous les deux on sait où on en est et on est mieux armés. Alors ça veut pas dire que vous pointez vers le patron en lui disant un tel il gagne tant donc je veux la même somme, mais ça veut dire que du coup, pour répondre à votre question Philippe, vous savez où vous en êtes, vous savez si vous êtes la personne qui se fait le plus pigeonner dans toute l'entreprise ou pas du tout. Ça c'est moi ça. Mais parce qu'en France, on n'a pas cette culture de parler d'argent, on va dire, naturellement. Oui, alors Même, vous voyez que dans les primes de fin d'année, dans les trucs, les gens, combien t'as eu, toi? Mais en fait, les gens, ils vous répondent jamais. Mais les gens, ils essayent de planquer le truc, mais vraiment, essayez de le présenter comme je vous l'ai présenté, c'est-à-dire que c'est dans le bon intérêt de tout le monde de savoir. Bien sûr. Si votre collègue il gagne un peu plus que vous n'allez pas lui dire voilà tu gagnes plus que moi, t'es un affreux. En vrai, il vous a pas enlevé l'argent à vous, il l'a pris au patron. C'est un truc que j'entends aussi beaucoup quand je dis aux femmes négociez votre salaire, elles me disent oui mais du coup qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Non mais en fait votre salaire si vous le négociez pas, l'argent il reste sur la table de votre patron. C'est tout, il finit pas forcément dans la poche de quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Faut se comparer ou pas? Sur les négociations de salaire, ouais. Est-ce qu'il faut se comparer aux autres? Alors là, c'est le seul endroit où ça vaut le coup justement d'évaluer. Parce que souvent, moi je suis pas très pour la comparaison, je dis qu'il faut jamais se comparer en fait. Non, mais là ça vaut le coup, ne serait-ce que pour savoir. Après, ça vous empêche pas, de réévaluer tout ça, c'est-à-dire de vous dire, ok, je sais que par exemple, les statistiques et mon collègue me disent que je dois attendre quelque chose autour de 3 000 € brut. Ouais, mais moi en même temps, je sais gérer ce logiciel, il y a 15 personnes en France qui savent le gérer et je vais demander 3 500. Et il n'y a pas de mal à faire ça, bien au contraire. De toute façon, quand vous arrivez dans votre négociation, mettez 10%. C'est comme quand on négocie au marché. Il ne faut pas partir du... C'est-à-dire mettez 10%. Mais rajoutez 10% au chiffre que vous voulez vraiment. Ah oui, d'accord. Parce que c'est forcément cet aspect que, à un moment donné, vous allez négocier, vous allez en rabattre un peu, votre chef va essayer de vous rejoindre quelque part, etc. Il ne faut pas partir du chiffre que vous vouliez vraiment avoir au départ, sinon vous ne l'aurez pas. Ah ouais. Bon, je valide, pas de syndrome de l'imposteur, vous avez validé votre premier bouquin. En tout cas, vous en parlez bien, vous ressemblez à votre livre, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est bien. Votre livre s'appelle Tout vouloir, tout avoir, assume la bosse qui est en toi chez Kiwi. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous voyez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.